ils ont appris à travailler les produits frais, ils ont appris à retrouver le sens de leur métier. Ils étaient tous cuisiniers diplômés, ils ont tous réappris à cuisiner. Étant donné que tout le monde était très content de travailler avec moi et avec ce nouveau directeur, bah, ça a pu se faire. Ça a pris un petit mois, le temps de caler tout ça. Il y a eu des tensions, évidemment. Ça n'a pas été, tout le monde n'était pas super content. Il y en a qui voulaient venir très tôt, d'autres qui voulaient finir très tard. Bon. Donc il a fallu que chacun trouve sa place. Et une fois qu'on l'a eu trouvé, eh ben, on a commencé. Alors la première année, on a fait simple. On ne s'est pas compliqué la vie. On a supprimé tout ce qui était industriel. Les pâtisseries industrielles, les pizzas, les gâteaux, les biscuits qui contiennent de l'huile de palme, les cordons bleus. Quand vos enfants mangent un cordon bleu, c'est 15% de viande. C'est 15% de viande et donc 85% de choses qui ne se mangent pas normalement. De la chapelure, du fromage fabriqué à partir de potasse, la vache qui rit, je vous le dis comme ça. Hein. La vache qui rit, ce sont des fromages qui sont très bons au départ, qu'on mélange avec de la potasse et pour qu'elle ait cet aspect lisse et brillant. Quoi. Et nos enfants on fait manger ça aux enfants, ils adorent ça en plus, c'est génial. Donc on a arrêté tout ça, et on est passé à... on n'a pas remplacé la pizza industrielle par une pizza bio, c'était ridicule. On a fait simple, on faisait plus de pizza, on faisait plus de pizza, point. Voilà. Il n'y avait plus de pâtisserie industrielle, il n'y avait plus de pâtisserie. On avait des yaourts, des fruits, des tas de desserts qui sont excellents pour la santé. Il n'y a pas besoin de manger, je sais pas moi, un petit four farci d'une crème sortie d'on ne sait où, quoi. Et qui n'a aucun apport, aucun apport intéressant, c'est des céréales pour la pâte, et c'est du sucre à l'intérieur. Ça nourrit pas un enfant, ça lui cale l'estomac. Donc tout ça a été enlevé. Et puis on a choisi 20 produits qui se retrouvaient dans l'ensemble des repas de l'année. Donc on a regardé tous les menus, tout ce qui était servi, et on a choisi 20 produits. Alors les pâtes, le riz, les fruits, certains yaourts, j'ai pas tout en tête, c'est assez vieux maintenant pour moi. Mais en gros, à partir de ces 20 produits-là, on pouvait garantir que dans chaque menu, il y avait au moins un produit bio qui était mélangé au reste du repas. Un produit bio, enfin quand je dis un produit, ça donne un élément bio, puisqu'il y a 5 éléments servis par jour. Il y a l'entrée, la viande, le poisson, le légume, le fromage, le dessert et le pain. Donc, et oui, on a ce marché. Et donc, tous les jours, les enfants ont mangé du bio pendant un an. Ça faisait en gros 20% de denrées, je ne parle pas du prix, je parle uniquement des denrées, servies aux enfants en bio tous les jours. Donc, on a pu communiquer un peu là-dessus, on a discuté avec les parents. Les pâtes, c'était des pâtes semi-complètes, donc ça a un peu changé l'habitude des enfants. Au départ, c'était un peu compliqué, il a fallu se caler pendant quelques cuissons, si je puis dire, pour trouver la juste cuisson pour que les enfants mangent des pâtes semi-complètes, sans dire elles sont pas bonnes, elles sont pas assez cuites, elles sont trop cuites. Voilà, vous pouvez les laisser chez vous, vous verrez, c'est assez amusant. Les sauces industrielles, c'est, je pense, le plus gros scandale, non pas sanitaire, mais économique qu'on puisse trouver dans les cuisines centrales. Les fabricants de sauces industrielles sont tellement riches qu'ils offrent des cadeaux magnifiques à ceux qui commandent leurs sauces, des téléviseurs à écran plat géant, et d'une façon générale un lobby non pas des producteurs mais des grossistes, fruits, légumes, viande, poisson, crèmerie et sauces industrielles, épicerie donc au sens large, qui travaillent, je dirais, la main dans la main avec une grande partie des cuisiniers de restauration collective, notamment le club, le CCC, le club des cuisiniers des collectivités, ou quelque chose comme ça, qui a été surnommé le club des 5 par certains cuisiniers un peu rebelles à ce truc. Et donc ils travaillent entre eux et ils passent des commandes de produits et ils surcommandent. C'est ce qui m'était arrivé à Clamart. Moi j'avais pris des photos que j'ai encore sur un ordinateur quelque part, des stocks de sauces industrielles qu'on avait, dont certaines étaient déjà périmées et dont d'autres se périmaient dans quelques semaines, et j'avais de quoi nourrir Clamart pendant 5 ans, rien. Mais ça marche.
La deuxième année, on a travaillé là directement avec le directeur de la... Enfin, on avait préparé ça bien en amont, hein, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Avec le directeur de la cuisine centrale, on a élaboré, et la diététicienne, qu'on a aussi formée, tu as totalement raison, les écoles de diététiciennes sont... enfin, les lobbies de la viande, de l'agroalimentaire au sens large, forment les diététiciennes. Donc elles sont formées à apprendre qu'il faut manger des laitages. Je sais pas, j'ai déjà envie de poser une petite question politique. Nous, à Meudon, on ne dispose plus d'une cuisine centrale, puisqu'on en a fait don en Afrique et par le biais d'Emmaüs. Et donc aujourd'hui, c'est de se poser la question de savoir si la cuisine centrale de Clamart sera en capacité de pouvoir... De l'alimentation solidaire. Petit détour jardin partagé, tout le monde sait qu'aux États-Unis, Michelle Obama en a fait à la Maison Blanche pour éduquer les Américains au bon goût, les enfants, et éviter l'obésité et toutes les maladies qui s'en suivent. Et c'est pareil dans certains quartiers de New York. On remet des jardins partagés pour que les gens sachent ce que c'est. Les enfants, mais seulement bien se nourrir, c'est un droit fondamental pour tous, et pas seulement pour les enfants. On sait très bien que la malbouffe, comme on dit, ça nourrit l'industrie pharmaceutique, ils se frottent les mains. Et moins on a les moyens, et malheureusement, souvent, moins on mange bien, et moins on mange de qualité. Parce que c'est plus facile d'acheter 5 pizzas à 3 € à Auchan que de prendre un panier dans une AMAP. Voilà, c'est clair. Donc on voit que la situation, je fais partie d'une association d'aide alimentaire aux personnes qui ont des problèmes. Ça peut être récurrent, ça peut être des familles qui par moment n'ont plus de travail, ça peut être temporaire, ça peut s'installer. Et je peux vous dire qu'il y en a de plus en plus. Il faut récupérer tout ce qui n'est pas utilisé par les supermarchés. Alors il y a un gaspillage énorme, il faut savoir, au niveau de la distribution. C'est Non. Alors il paraît que maintenant, je pense que c'est interdit. Et ils payent même des taxes sur ce qu'ils jettent. Donc il y a de plus en plus de communes qui incitent à donner ce qui n'est pas calibré pour la grande distribution ou qui est en date limite. En Belgique, il y a une commune, il ne faut pas aller jusque-là, c'est un peu extrême, qui refuse de redonner les licences ou les emplacements au marché si les gens ne donnent pas leurs invendus. C'est en train de prendre de l'ampleur en France, ça a commencé à Lille, ça s'appelle les tentes de glanage, vous en avez sûrement entendu parler. Il y a la première qui vient de s'installer à Paris, il y a 7 villes en France, je crois, qui en sont équipées. Donc c'est l'association qui contacte les municipalités, lesquelles les municipalités, la personne responsable des marchés, les amène se présenter aux vendeurs des marchés. Et à la fin du marché, donc, quand le marché est bien fini, au lieu que les gens viennent se servir sauvagement dans ce qui traîne ou que ce soit ça parte à la poubelle, on installe un kiosque où on trouve un endroit qu'on appelle tente, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le centre du marché, et on redistribue aux gens qui viennent chercher à ce moment-là, à 14h30, une fois que tout le marché est fini, pour ne pas faire concurrence, bien entendu, avec la vente. Ensuite, il y a, je crois que la ville de Tours avait mis une camionnette en place pour récupérer les denrées alimentaires. Les chiffres étaient 30 000 € d'investissement entre les chauffeurs, la camionnette, donc des emplois créés aussi, et ils récupéraient l'équivalent de 200 000 € de nourriture à réserver aux plus démunis. Enfin, je suis allée aussi voir l'épicerie sociale et solidaire de Sèvres. Solidaire, c'est plus subtil que ça et c'est beaucoup plus intéressant, enfin c'est beaucoup plus digne, disons, c'est qu'on paye 10% de ce qu'on paierait en supermarché. Donc on a, alors les locaux de Sèvres sont absolument extraordinaires. C'est mis à la disposition par la mairie. Il y a une très grande salle qui servent de supermarché en gros. Derrière, il y a des salles de conservation avec des congélateurs, des frigos, il y a un entrepôt, il y a un garage où on peut rentrer la camionnette qui vient de les charger. Et l'électricité et les locaux donc, sont financés par la mairie.
Alors, en 2000, dans le programme de Monsieur Marseille, il y avait création d'épicerie sociale et solidaire. Je sais qu'il y a une commission qui s'est tenue pour discuter de ça, laquelle commission a abouti à l'infaisabilité de la chose, et on en a déduit qu'on allait donner des bons alimentaires. Ce n'est pas du tout la même démarche. Donc il vaut toujours mieux être dans une situation de dignité où moi je vois des familles qui me disent mais qu'est-ce qu'on aimerait faire nos courses pour moins cher, mais payer et choisir surtout. Et ce qui est le cas, donc à l'épicerie solidaire de Sèvres, vous remplissez un caddie qui vaut 90 € et vous payez 9 €. Après, la quantité est mesurée selon la famille. Donc ça, c'est pas créé par la commune toute seule, puisque effectivement, ça demande énormément de bénévolat pour maintenir le système, puisque l'épicerie de Sèvres, elle est ouverte le mardi, le lundi, ils approvisionnent, le mardi, le mercredi, jeudi pour la distribution, enfin bon, et donc c'est 35 bénévoles qui tournent. Donc effectivement, il y a 4 associations qui se sont mises ensemble pour faire ça. Ensuite, il y a aussi l'initiative à Paris dans le 18e, ils ont monté une coopérative pour eux-mêmes, enfin, en se fournissant donc à plusieurs, en montant tout un groupe qui se fournit directement aux producteurs, en ayant un local, et ce faisant, on supprimait des intermédiaires. On pouvait donc vendre des produits de qualité achetés directement aux producteurs moins chers. Ça a tellement bien marché qu'ils ont fini par créer un énorme... Enfin, ils sont en train de créer un énorme magasin supermarché coopératif qui s'appelle La Louve, et pour lesquels ils ont fait le financement par KissKissBankBank, le site... c'est un site participatif, c'est-à-dire qu'on soutient un projet en donnant 20, 30, 40, 100 €. Peut-être l'épicerie sociale et solidaire, pourquoi en fait on avait fini par abandonner principal le projet. C'est une commission, je crois pas que c'est... Parce que j'ai le souvenir en effet que ça avait été abandonné. J'ai le souvenir que ça avait été... les propositions de lieux avaient été justement les plus mauvaises qui soient pour justement correspondre aux populations. Puisqu'en fait, ils voulaient les installer juste au bord du Val. Et là, en effet, il n'y avait pas de population qui pouvait s'y déplacer, alors que quelque part, les populations aujourd'hui qui sont en plus grande difficulté se trouvent plutôt du côté de Meudon-la-Forêt. Donc clairement, en mettant à cet endroit-là, on avait toutes ces chances de ne pas avoir de clientèle possible. Et je n'ai plus en mémoire, en fait, les arguments qui avaient été évoqués à l'époque pour ne pas la mettre en place. Une fois le local acquis, bon, c'est la mairie. Le reste, il n'y a pas un coût. La banque alimentaire vend pour des coûts moindres, beaucoup de produits. Et bon, mais enfin, là, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de s'inscrire viendront quand elles veulent, comme elles veulent, etc. Donc, c'est peut-être caricatural, mais donc c'est passé d'un système extrêmement encadré et dirigé par la municipalité à un système plus souple, sur lequel il n'y a pas de contrôle au fur et à mesure. Ça se passe pas comme ça. Pour avoir le droit d'aller à l'épicerie sociale, il y a une commission, mais c'est l'épicerie sociale et les membres de l'épicerie sociale qui décident. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très différent. C'est-à-dire que dans un cas, il y a une municipalité qui décide, dans une commission qui est très institutionnelle, et de l'autre, c'est une organisation qui a été mise en place avec des partenaires sociaux. Voilà. Et effectivement, là, les personnes qui viennent, elles décident de venir, voilà, et elles échappent au contrôle et au bon vouloir d'un système qui actuellement à Meudon est quand même très clientéliste. On est bien d'accord. Le primaire et les collèges, et on est à 150 000 repas par jour répartis sur 700 écoles primaires et collèges, soit 27 millions de repas, plus 13 000 repas par jour en crèche. Et 92% des écoles ont leur propre cuisine. Voilà, 92% des écoles. Ça s'est fait sur plus de 10 ans. Locale. Donc, mais effectivement, pourquoi pas? C'est-à-dire que chacun garde son... Alors là, on va encore plus loin, puisque chaque école a peut-être gardé sa cuisine, etc. Donc effectivement, c'est les deux choses. C'est peut-être centraliser au niveau des achats, mais au niveau de la fabrication, être le plus local possible. Alors là, on est bien au cœur de
Oui. Et on a GPSO pour ça. C'est l'intelligence dans chaque situation de savoir qu'est-ce qu'il faut globaliser et qu'est-ce qu'il faut à tout prix garder le plus artisanal et local possible. C'est l'histoire du Grand Paris, c'est l'histoire... on est sur cette question-là en permanence en train de naviguer entre des intercos qui deviennent trop gros et qui finissent par être remangés par ceux qui veulent encore plus gros, et puis on finit par redevenir plus petit parce qu'on s'aperçoit que l'Europe c'est trop loin, par exemple. Enfin, on est toujours dans des navigations de cet ordre-là, à tous les niveaux, sur toutes les questions qu'on peut arriver à se poser, quoi. Mais évidemment, le grand soir, j'y crois plus. Le frigo qu'il a acheté au marché le week-end dernier, qui cuisine en une demi-heure son repas, et puis voilà. Bon, mais ça, c'est pas bon pour la croissance. Mais alors, la question, c'est finalement, est-ce qu'il vaut mieux se partager un gros gâteau dégueulasse ou avoir un petit morceau d'un gâteau savoureux? Donc la croissance, c'est pareil, on peut en parler, c'est plein de choses. Si on consomme du médicament, si on consomme de l'essence, etc., on a de la croissance. Mais à savoir si finalement ça a vraiment une valeur intéressante. Sur le même sujet, il y a, c'est très drôle, un agronome qui s'appelle Marc Dufumier, mais c'est authentique, vous avez sûrement entendu parler, qui vient de sortir un livre qui s'appelle 50 idées reçues sur l'agriculture, et où il démontre clairement que c'est possible, qu'il y a plein d'actions pour réformer totalement le système agricole et de sortir de l'agriculture et de l'élevage intensif, et que l'agriculture bio est très 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 en avance technologiquement et en plus créatrice d'emplois. Donc voilà. On repeuple les campagnes, du même coup on repeuple les commerces de campagne, on met de la mobilité, enfin il y a plein de choses à explorer. Les références exactes en tête, mais sur Internet on retrouve ça. Il y a quelques chercheurs de l'INRA, je crois, qui ont retrouvé un manuel de maraîchage. Le maraîchage, c'est ce qui se passait autrefois dans Paris. Quand je dis autrefois, c'est pas vieux, il y a des photos d'une carte postale de 1901, 1902 où on voit à Auteuil, enfin dans le 16e arrondissement, des champs maraîchers. Et les techniques de maraîchage en ville. Donc et à une époque où Paris était autosuffisant en fruits et légumes. Et donc ce livre, ils l'ont scanné, il est disponible sur Internet, on peut le regarder. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les agriculteurs et les agronomes ont découvert qu'ils avaient perdu des techniques, que ces techniques-là étaient en train de disparaître. Et donc en retrouvant ce bouquin, ils ont retrouvé des techniques qui permettraient dans une ville d'utiliser les toits, les espaces verts, le peu d'endroits et de rendre une ville quasiment autosuffisante en maraîchage. Merci à tous. En tout cas, oui, merci à tous. Hein. Merci à tous. Le dernier mercredi Merci à François d'être venu témoigner ce soir. Et puis on commence à s'habituer, c'est mercredi de l'air, Ouais. où on avait des sujets toujours aussi passionnants qui étaient traités, et puis on se rend compte que petit à petit, la salle se remplit. Bon, on a commencé dans des cafés un peu bruyants, et maintenant on arrive à prendre une salle beaucoup plus indépendante. Il faudrait pouvoir finir dans les salles de la mairie. Avec une sono, et en effet, à partir de la semaine prochaine, puisque quelque part vous allez tous appeler tous vos amis à voter le 23 pour la liste de l'air, eh bien, dans quelques temps, on fera ça en mairie, et quelque part, on organisera, en effet, je veux dire, tout ce dont on a parlé pendant ces... Et d'ailleurs, on vous propose de prendre un verre avec nous et de grignoter quelques petites choses. Merci à tous. Merci à vous.